L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Excellence Gaston Brown, Premier ministre et ministre des Finances et de la Gouvernance de Antigua et Barbuda. Et je demande au protocole de bien vouloir escorter Son Excellence. I have great pleasure in welcoming. C'est un grand plaisir pour moi que de saluer le Premier ministre et ministre des Finances et de la Gouvernance économique d'Antigua et Barbuda, Son Excellence Garçon Alphonse Brown. Vous avez la parole, monsieur. Merci, madame. Monsieur le Président, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, chers invités, mesdames, messieurs, je voudrais dès d'abord adresser mes plus chaleureuses félicitations au Président à l'occasion de son élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Antigua et Barbuda attendent votre direction et vos avis pendant cette session. Je voudrais également féliciter le prédécesseur du président, son Excellence l'ambassadeur John Ash, du travail qu'il a fait et du service qui est le sien à la communauté internationale, notamment les petits États insulaires en développement. Monsieur le Président, je suis peut-être le plus récent des chefs de gouvernement pendant cette 69e session de l'Assemblée générale. Le parti politique que j'ai l'honneur de diriger a été élu démocratiquement à une grande majorité pour assurer le gouvernement d'Antigua et de Barbuda il y a 3 mois. Je suis également sans doute parmi les plus jeunes chefs de gouvernement pendant cette réunion en cette auguste enceinte. Je suis certes peut-être relativement jeune et nouveau, et mon gouvernement est nouveau, mais j'ai toujours cru en la valeur des Nations unies depuis que je suis devenu adulte et conscient. L'idée qu'il puisse y avoir un monde sans mécanisme pour que les dirigeants puissent se réunir de façon à améliorer la vie de l'humanité conjure des images de chaos, de carnage et de catastrophes. Trop effrayant pour que l'on puisse y penser. Certes, certains peuvent faire valoir que les Nations unies n'ont pas été toujours à la hauteur de ces nobles objectifs et que le chaos, le carnage et la catastrophe ont laissé des cicatrices sur notre planète. Mais je suis, quant à moi, profondément convaincu que sans les Nations unies, ces blessures terribles auraient été bien pires. Certes, je suis heureux de l'existence des Nations unies, mais je regrette également que les nations les plus grandes et les plus puissantes aient trop souvent utilisé leur position privilégiée pour affaiblir l'autorité de l'organisation, pour faire avancer leurs propres intérêts étroits. C'est également avec beaucoup de tristesse que nous constatons que des États puissants ont souvent, de par le passé, contourné cette enceinte pour réussir à réaliser leurs objectifs nationaux au défi parfois de la solidarité de la famille des nations. C'est les raisons pour lesquelles mon gouvernement et le peuple d'Antigua et Barbuda soutiennent fermement la réforme de cette organisation. Nous voudrions une réforme qui démocratise les Nations unies pour donner une plus grande voix à des pays comme le mien qui sont marginalisés dans la prise de décision parce que nous sommes considérés comme étant trop petits pour servir. Nous voudrions également une réforme très complète du Conseil de sécurité pour mettre fin à l'anachronisme du veto des 5 membres permanents, système qui n'a pas de légitimité, qui n'est pas équitable dans l'équilibre mondial. Un système qui a souvent paralysé le Conseil de sécurité et l'a empêché d'agir d'une façon qui lui aurait permis de recueillir le plein appui et les applaudissements du monde entier. Monsieur le Président, c'est un paradoxe que pour les nations, notamment celles qui clament en faveur du respect de la démocratie et de la primauté du droit,
ne mettent pas ces principes chez eux, mais refusent de les mettre en place à l'étranger. Le respect de la primauté du droit et des principes démocratiques qui donnent aux nations des droits qui sont inaliénables, comme les droits de l'individu dans les États puissants, peuvent devenir partie intégrante de ce processus et des systèmes de gouvernance grâce auxquels les affaires du monde sont gérées. Monsieur le Président, les petits États comme le mien sont à la force des Nations Unies et au respect international pour la démocratie et la primauté du droit pour qu'ils nous protègent des incursions contre notre souveraineté et du mépris de nos droits. Il y a des centaines d'années, Aristote a dit une vérité frappante quand il a dit de l'État. Un État n'est pas seulement une simple société qui a un lieu commun établi pour prévenir la criminalité mutuelle ou pour simplement l'échange, mais la société politique existe pour des actions nobles et non pas simplement pour que l'on ne s'y retrouve pas seul. L'observation d'Aristote que l'État demeure valable et légitime dans le système d'État international que les Nations Unies représentent. Et chaque État dans le système international doit reconnaître que parmi les objectifs de sa société politique, il y a l'action noble. À cet égard, Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention de cette Assemblée sur le fait qu'il s'est écoulé 10 longues années depuis que mon petit pays, qui a une population de moins de 100 000 personnes et une économie de 1,1 milliard de dollars américains, ait obtenu une décision favorable de l'instance de règlement des différends de l'OMC dans une plainte contre les États-Unis qui comprend plusieurs centaines de millions d'habitants. Une économie de milliards et de milliards. Malgré ce jugement favorable, et même au risque de perdre des appels, les États-Unis et le gouvernement n'ont pas estimé qu'il s'agissait d'une action noble de régler cette affaire avec mon petit État d'une façon qui soit conforme au mal qui avait été fait à notre économie. Mon pays a continué de se voir refuser des revenus qui, si nous avions continué à gagner des recettes, auraient contribué grandement au bien-être de mon peuple et à la capacité de notre économie de faire face aux effets graves du changement climatique et de la crise financière dont nous sommes devenus une des victimes. Je souligne, Monsieur le Président, que quand mon pays a porté plainte contre les États-Unis devant l'instance de règlement des différends de l'OMC, nous ne l'avons pas fait comme acte d'hostilité vis-à-vis d'un voisin avec lequel nous avons eu des relations longues et amicales. Nous l'avons fait parce que c'était un devoir vis-à-vis de notre population. Mon État, qui est petit, a été victime d'une violation commerciale. De bonne foi, nous avons essayé d'obtenir un règlement dans le cadre du système international et des principes démocratiques de la primauté du droit qu'il doit faire respecter. Pour être équitable, le système a été juste. Mais ce faisant, sa faiblesse est apparue quand la justice n'a pas pu être réalisée parce que le parti puissant qui avait été condamné n'a pas voulu trouver un règlement avec le petit pays qui l'avait blessé. Cependant, Monsieur le Président, si la primauté du droit et la démocratie doivent prévaloir dans notre système international, il faut qu'ils soient respectés, maintenus par les puissants, dans toute la mesure où ils sont imposés également aux faibles, ou bien cela entraînera du ressentiment, du mécontentement et éventuellement des conflits. Hier, en parlant cette même enceinte, le président des États-Unis, Barack Obama, a dit, je cite, le droit et la puissance, à savoir que les grandes nations ne devraient pas maltraiter les petites nations. Si cette vérité universelle est un principe directeur de son gouvernement, dans ce cas-là, les États-Unis ne peuvent pas continuer à approuver ou à réprouver sur la base de ce principe. La chose noble pour les États-Unis est de régler ce jugement qui remonte à longtemps d'une façon équitable et rapidement. Dans un autre contexte, mais le principe est le même, le président Obama a dit il y a un an. Le principe de la souveraineté est au centre de notre ordre international, mais la souveraineté ne peut pas être un prétexte pour la communauté internationale d'ignorer
ce qui se passe. Fin de citation. Le président Obama avait parfaitement raison et c'est pourquoi je crois qu'il acceptera que la souveraineté et le pouvoir ne doivent pas être une protection contre la réalisation des obligations qui ont été jugées d'une façon indépendante ou un prétexte pour ne pas régler cette question. Monsieur le Président, je suis sûr que le président Obama serait d'accord également que la communauté internationale ne peut pas ignorer le blocus imposé à Cuba. Antigua et Barbuda sont en faveur de la préservation de la souveraineté de toutes les nations et nous sommes très fiers de notre relation fort longue avec la République de Cuba. C'est pourquoi nous nous joignons à la communauté internationale pour condamner toute politique discriminatoire ou rétaliatoire qui servent à empêcher Cuba d'exercer son droit à participer librement aux affaires de l'hémisphère. Mon gouvernement est fermement convaincu que toute application de lois et de mesures unilatérales et extraterritoriales coercitives qui sont en conflit avec le droit international et avec les principes de la liberté de la navigation et du commerce international est erronée. C'est pourquoi nous demandons instamment à notre vieil ami les États-Unis de respecter les appels nombreux qui ont été lancés par les Nations unies et de prêter l'oreille à ces appels nombreux pour mettre fin immédiatement au blocus injuste, économique, commercial et financier imposé à notre voisin Cuba. Monsieur le Président, mon petit pays n'a pas de puissance militaire, il n'a que son économie. Tout ce que nous avons est notre appartenance au système international qui nous protège et notre voix en cette enceinte, qui est notre épée. C'est pourquoi nous continuerons ici à défendre vigoureusement la valeur des Nations unies. Et c'est la raison pour laquelle nous nous joignons aux efforts qui sont faits pour que les Nations unies soient réformées de façon à être le gardien des nations et des peuples. Je voudrais, Monsieur le Président, dire que mon gouvernement est pleinement d'accord avec la décision qui a été prise de faire en sorte que le thème de ce débat de l'Assemblée générale soit réalisation et mise en œuvre du plan de développement transformateur de l'après 2015. On sait bien que l'équipe spéciale sur les OMD a indiqué que les progrès en matière de réalisation des objectifs clés étaient mitigés. Parmi les objectifs pour lesquels l'accélération n'a pas été suffisante et l'aide publique au développement. Je félicite les pays qui sont parvenus à réaliser la cible de 0,7% de l'aide publique au développement par rapport au PNB. Cependant, Monsieur le Président, le monde développé n'est pas encore au niveau des 315 milliards de dollars. Et il n'en est même pas à la moitié. Mon pays et la région du CARICOM dans l'ensemble ont été témoins d'une diminution de l'aide bilatérale des régions de notre hémisphère, des nations grandes et petites, riches. Et nous nous en sommes tenus à des sources non traditionnelles, comme par exemple la République populaire de Chine et la République bolivarienne du Venezuela. À propos de l'énergie, le coût élevé qui paralyse notre pays, l'arrangement vénézuélien de Petrocaribe a été une bouée de sauvetage dans une mer de turbulences. Nous reconnaissons avec reconnaissance les contributions de nos autres partenaires internationaux qui comprennent l'Union européenne. Cependant, alors que nous allons de l'avant, Monsieur le Président, il est évident que l'aide publique au développement soit renforcée. Alors qu'il y a à la table ici présente non seulement des donateurs, mais des bénéficiaires. Au-delà de tout cela, et c'est fort urgent, les institutions financières internationales doivent d'urgence cesser de pénaliser les petits États caribéens sur la base de leurs critères de revenus par habitant qui sont erronés. Nos pays se voient refuser l'accès à un financement à des conditions préférentielle parce que nous sommes classés comme des pays à revenus moyens. Cette attitude entêtée de la part des institutions financières internationales qui ne trouvent pas de critères meilleurs pour évaluer l'éligibilité de nos petites économies nous force à entrer sur le marché commercial. La conséquence est que notre dette augmente et que beaucoup d'entre nous sont parmi les pays les plus endettés du monde par habitant. Mais je demande quelle est l'autre possibilité, quel est le choix? Encore une fois, Monsieur le Président, quel est le choix? Monsieur le Président,
On dit que 6 ans après que l'économie mondiale se soit effondrée, on a créé des emplois, les systèmes financiers mondiaux sont stabilisés et les gens, encore une fois, sortent de la pauvreté. Mais je dois dire ici, cet après-midi, que ce n'est pas une vérité universelle. Dans le cas des petits États des Caraïbes, la crise économique mondiale de 2008, dont nous ne sommes en aucune façon responsables, a grandement perturbé nos économies. Nous n'avons pas encore retrouvé notre situation auparavant. Nous en sentons encore pleinement l'impact. Un nombre important de nos jeunes sont au chômage et si nous ne répondons pas à leurs aspirations, nous les condamnons à une vie en marge de la société, au mieux à une vie de criminalité et de violence au pire. Aucune nation ne peut choisir une telle voie dévastatrice. Il est donc nécessaire d'urgence que les Nations unies, grâce à ces instances appropriées, traitent de la dette importante qui a été accumulée par les pays du CARICOM qui ont été victimes d'une diminution de l'aide, de mauvaises conditions d'échange, de l'imposition de coûts élevés pour le règlement des services financiers et du coût de la lutte contre le trafic des drogues et le problème des réfugiés. Les pays des Caraïbes, y compris le mien, qui maintenant voient leur dette augmenter, ne le font pas en raison de mauvaises politiques, mais parce que nous n'avons pas pu augmenter notre productivité, notre croissance, en raison des coûts élevés de projets superfétatoires ou d'entreprises non viables. Et cela tient également au fait que nous devons construire notre infrastructure sociale et économique pour faciliter la création de revenus. Le fait est que la crise mondiale qui a commencé en 2008 a fait que nos économies sont revenues à des niveaux d'avant 1974. Nous nous serrons la ceinture, nous établissons des relations avec le secteur privé, nous cherchons fébrilement des investissements étrangers directs dans des entreprises productives et nous essayons de remonter la pente après avoir été repoussé vers le bas par un déluge de facteurs extérieurs. L'Organisation des Nations Unies ne peut pas ignorer ces réalités et ce serait une erreur, et cela a été une erreur depuis un certain temps, qu'elle renonce à ses responsabilités face à la nécessité d'agir dans le cadre de l'organisation multilatérale dont les membres ne comprennent que peu d'États. Et en fait, c'est précisément parce que les membres de ces groupes sont puissants et qu'ils ont un réseau d'instances de prise de décision politique et économique et qui peuvent facilement imposer leur volonté aux faibles et aux vulnérables que les Nations Unies ne doivent pas renoncer à leurs responsabilités face aux faibles que nous sommes et qui dépendent des Nations Unies. Je ne voudrais pas quitter cette enceinte sans traiter de la guerre contre le terrorisme et de la question de l'Ebola. La menace de l'Ebola exige une riposte mondiale et nous demandons à la communauté internationale d'agir rapidement avec énergie pour lutter contre ce qui pourrait devenir une pandémie mondiale avec des conséquences sociales et économiques graves pour les petits États, notamment les États qui dépendent du tourisme comme ceux du Caraïbe. Antigua et Barbuda condamnent les actes cruels qui ont été faits. Et j'ajouterai encore que nous exprimons notre profonde sympathie aux familles des victimes et nous condamnons les actes sauvages des djihadistes et au nom de notre gouvernement. Nous exprimons notre sympathie aux victimes des djihadistes de l'État islamique et nous exprimons également notre sympathie aux victimes des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Il ne saurait y avoir aucune justification de cette barbarie. Nous ne pouvons pas nous permettre un monde qui retombe dans le Moyen-Âge au moment où la violence, les guerres et la barbarie étaient le lot commun de ceux qui vivaient à cette époque d'intolérance religieuse et de division ethnique. Cependant, alors que nous regardons la scène mondiale, nous voyons des exemples profondément troublants de ce comportement en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.
Dans tout cela, le rôle des Nations Unies devient critique. Ce qui est nécessaire, ce ne sont pas des actes unilatéraux qui entraîneront certaines nations dans des cycles de rétaliation violente. Ce qui est nécessaire, c'est que les Nations Unies, dont les membres, notamment ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, agissent ensemble pour défendre la paix et la sécurité. Monsieur le Président, après 100 jours au pouvoir, mon gouvernement a prouvé son engagement en faveur de la création d'une société d'inclusion puissante, égalitaire. Et nous le ferons en promouvant la protection des droits des femmes, l'égalité des sexes et le droit des personnes handicapées. Nous estimons que ces questions ne sont pas uniquement des questions de droits de la personne, mais des composantes essentielles du développement durable, de la paix, de la justice sociale et de la sécurité. Pendant la première session de notre Parlement, mon gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées. Nous sommes allés plus loin, nous avons nommé un de nos éminents fils qui lui aussi est handicapé pour être notre ambassadeur aux Nations Unies. Nous avons également nommé un certain nombre de femmes qui sont membres du Parlement, qui sont ambassadeurs et qui occupent également d'autres postes élevés du secteur public. Mon gouvernement s'est engagé à continuer à œuvrer à la pleine égalité des sexes et à la promotion des femmes. Monsieur le Président, comme vous avez été élu pour gérer les affaires de cette 69e Assemblée, vous avez dit, et je cite, que dire que nous vivons dans des temps tumultueux me semble être un euphémisme. Vous avez noté que le monde entier est confronté à des difficultés comme la pauvreté, la faim, le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, un chômage qui persiste, des conflits armés et l'Ebola. Vous avez lancé un appel à cette enceinte pour qu'elle traite de ces difficultés avec dévouement, avec un objectif visible et avec compromis, avec un sens de volonté et de résilience. Et vous avez eu raison. La crise est en train de nous regarder. Et qu'il s'agisse du changement climatique, de l'Ebola ou de la menace posée par l'État islamique, nous sommes tous confrontés à un avenir où ces problèmes ne sauront être traités que par des mesures internationales. Les Nations Unies, le Parlement des parlements est l'endroit où ces mesures communes doivent être décidées et mises en œuvre. Nous devons renforcer les capacités des Nations Unies à agir, qu'il s'agisse du plan militaire ou humanitaire. Monsieur le Président, rien ne pourrait remplacer les Nations Unies. Antigua et Barbuda promet de continuer à soutenir les Nations Unies et à participer à ces travaux. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Premier ministre et ministre du Finances et de la Gouvernance d'Antigua et Barbuda de l'allocation qu'il vient de prononcer. Je demande